la gestion du risque d'inondation, c'est quelque chose d'assez complexe dans la mesure où il y a beaucoup d'intervenants. Évidemment, il y a les ministères. Et, en fait, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, avec essentiellement 4 ministères là, qui interviennent là-dedans. Il y a évidemment les bassins versants, il y a des entreprises privées aussi qui viennent tu sais, jouer sur ce terrain-là. Il y a aussi, évidemment, les citoyens hein, qui ont un rôle à jouer, mais les acteurs principaux, ce sont les municipalités locales et aussi les municipalités régionales de comté, qu'on appelle les MRC. Donc, le cœur de cette réflexion-là, c'est autour du rôle des MRC et des municipalités, justement, dans l'organisation, la réduction du risque d'inondation. Peut-être juste pour illustrer un petit peu la complexité de comment on fait pour coordonner les efforts de 1107 municipalités au Québec puis essentiellement 87 municipalités régionales. Il y a des nuances parce qu'il y a des villes qui sont MLC, mais essentiellement, il y a 87 municipalités régionales qui sont impliquées dans la coordination dans l'exécution de la réduction du risque. Et ça rend les choses pas faciles. Faut être dans ce milieu-là pour voir que c'est vraiment pas ça. Je vais faire un petit peu de théorie parce que je pense que pour la journée, c'est pertinent là, de définir un petit peu ce que c'est le risque d'inondation parce qu'on va parler de cartographie, on va parler de financement, mais c'est quoi le risque d'inondation? Essentiellement, c'est la jonction de la vulnérabilité, l'exposition et aussi de l'aléa. Puis dans notre cas, l'aléa, ben, ça va être évidemment les inondations. Donc, c'est une définition peut-être un peu simple, là, mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une de ces trois composantes-là n'est pas là, ben, le risque est essentiellement zéro. Hein. Si, par exemple, quand on pense à vulnérabilité, ben, une maison en béton va être normalement moins vulnérable qu'une maison en papier. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de dommages par l'eau, ce facteur-là de vulnérabilité va jouer un rôle important. Évidemment, s'il n'y en a pas de maison, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de risque. Puis s'il n'y a pas d'inondation non plus, il n'y a pas de risque. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis ce qui est le fun aussi je pense que c'est le fun dans cette diapo-là, c'est qu'on voit qu'il y a des éléments qui viennent influencer chacun, des facteurs externes qui viennent influencer chacun de ces éléments-là. On va prendre un exemple facile du côté des aléas. Évidemment, on voit que les bouleversements ou les changements climatiques, là, ça vient affecter l'aléa ou ça vient des fois l'aggraver même. Fait que ça, c'est sûr que c'est un facteur c'est un peu à l'extérieur de l'aléa lui-même. Et du côté de l'exposition et du côté de l'exposition et de la vulnérabilité, il y a aussi une série de facteurs qui viennent influencer comment on va gérer ces éléments-là. Un de ces facteurs-là qui est assez évident, c'est la gouvernance. C'est comment on va prendre des décisions par rapport à ça. Il y a tout l'aspect aussi du risque hérité, parce que on le sait, là, le Québec, le Canada, c'est bâti autour des cours d'eau. C'est historique, c'est normal. Une forme d'attachement au territoire aussi qui fait que c'est difficile de mettre en place des mesures d'atténuation, des mesures de réduction, parce qu'il y a ces gens-là qui occupent déjà le territoire. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont confortables. Donc, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Il y a aussi toute la perception du risque. Ça, c'est un élément super intéressant. Je m'attarde là-dessus parce que je vais revenir sur ces 4 éléments-là tantôt quand je vais présenter le résultat. Et il y a aussi, j'ai appelé ça tension, là, mais c'est l'espèce d'arbitrage qu'il faut faire entre le développement économique puis la réduction du risque. On est toujours en train de faire cet arbitrage-là parce que vous savez qu'une municipalité, ça se développe en faisant construire quelque chose sur leur territoire, en utilisant le territoire. Et ça forcément, il y a un arbitrage entre la gestion du risque et puis ça. Je pense que cette définition-là est importante parce que pendant les 2 tables rondes aussi, aujourd'hui, on va revenir sur ces éléments. Bon, pourquoi il faut s'en occuper? Pourquoi c'est un problème? C'est que les coûts liés aux inondations augmentent de plus en plus. Ces coûts-là, évidemment, sont économiques, ça, c'est tout facile à mesurer. C'est pour ça que je me suis concentré sur ces aspects-là, c'était plus facile à faire. Il y a des coûts sociaux. Là, il commence à y avoir de plus en plus de recherches, justement, sur l'impact de ces inondations-là sur les communautés, parce que des fois, tu es 4 mois, 5 mois, 6 mois à l'extérieur de ta maison. Ça crée de la tension. Là. Il y en a déjà assez de stress dans une famille et quand tu viens rajouter ça, là, c'est important. Puis il y a aussi tout évidemment les risques ou les conséquences, les coûts environnementaux qu'on peut connaître. On sait très bien que
quand une grosse rivière déborde, ça peut entraîner des débris, ça peut entraîner des matières toxiques, etc. Donc, ça peut causer des dommages. Puis ce qu'il faut, je pense que l'élément essentiel, et là, je m'en viens vers l'économie, l'élément essentiel, c'est que l'augmentation de ces coûts-là, ça a aussi des conséquences. Puis une des conséquences économiques, c'est ce qu'on appelle l'écart de protection. Donc, il y a de plus en plus, puis tantôt sur les tables rondes, on va en jaser, mais il y a de plus en plus de gens qui vont être laissés pour compte en termes d'indemnité, en termes de remise, de rétablissement, parce que les systèmes d'assurance commencent à être frileux, parce que le gouvernement commence à manquer de fonds pour pouvoir indemniser tous ces gens-là. Donc, on est en train de transférer le fardeau financier de cette catastrophe, de ces catastrophes-là de plus en plus vers les sinistrés. C'est ce qu'on appelle un écart de protection, là. Un écart de protection, tout simplement parce qu'on est en train de transférer à des gens qui ont moins la capacité financière de faire face à ces risques-là. Donc, c'est ça qu'il faut, je pense, retenir de pourquoi on devrait se pencher sur ce dossier-là. Puis, la question qu'on peut se poser, c'est, on l'a dit tantôt, les municipalités sont les maîtres d'œuvre de l'exécution, je dirais, là, de la réduction du risque sur leur territoire. Puis on voit que les coûts augmentent, les conséquences augmentent. Bien, est-ce que les municipalités pourraient jouer un rôle plus important dans cette réduction-là? Est-ce qu'ils pourraient être un petit peu plus proactifs? Et puis c'est ça la question de recherche qu'on s'est donnée. Bon, je vais expliquer très brièvement là, comment on a organisé ça. Essentiellement, 4 étapes. Comme tout bon doctorant, on est obligé de faire un peu de revue de littérature, fait que ça a commencé comme ça, puis c'est presque jamais fini, en fait. Mais ce qui est intéressant avec la revue de littérature, ça a permis de sortir deux choses. De mieux comprendre le rôle des municipalités. Là. Ils agissent sur quoi? C'est quoi les instruments que les municipalités ont et pourquoi ils ne les utilisent pas? Okay? C'est quoi aussi les causes de l'augmentation des coûts? Puis il y a 2 grandes causes qui ressortent de la littérature, qu'on peut être plus ou moins d'accord, mais ça ressort de la littérature. Le premier, évidemment, vous allez être tous d'accord avec ça, c'est les changements climatiques, là, l'effet des changements climatiques sur les phénomènes météo extrêmes, que c'est sûr que s'il y a plus d'eau, il y a plus de phénomènes, bien, il y a plus de dommages. Mais l'autre phénomène aussi qui est bien documenté dans la littérature, mais qui est plus difficile à accepter, c'est qu'on met de plus en plus de monde dans les zones inondables ou dans les zones à risque. Appelons ça des zones à risque. Parce que justement, on a toujours cet arbitrage-là à faire entre le développement puis l'utilisation du territoire. Fait qu'on se retrouve avec de plus en plus de valeurs, de plus en plus de monde dans les zones à risque. Je fais attention avec le mot zone inondable parce qu'on va souvent l'associer à une cartographie réglementaire, mais c'est pas parce que c'est pas cartographié que c'est pas à risque. On s'entend que c'est ça. Fait que ça nous a permis d'identifier ces 2 éléments-là. J'ai fait ensuite une autre question qu'on s'est posée par rapport à la méthodologie, c'est qu'on s'est dit l'eau, ça cause des dommages, mais c'est quoi les facteurs qui contribuent à ces dommages-là? Fait qu'on s'est posé cette question-là. Et pour faire ça, j'ai fait une série de sondages auprès de 45 experts en estimation, dont des gens d'Intact, des gens de l'industrie de l'assurance. Et je vais vous présenter les résultats de ça tantôt. Ensuite de ça, la prochaine étape, ça a été, bon, puis là, je saute un petit peu à l'hypothèse, mais la prochaine étape, ça a été, si on veut inciter les municipalités à faire davantage dans la gestion du risque d'inondation, quoi les outils ou les incitatifs qu'on pourrait avoir peut-être pour les faire avancer plus rapidement? Puis, pour faire ça, il faut quand même déterminer c'est quoi le risque d'une municipalité. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des calculs sur le dommage annualisé moyen. C'est un terme un peu mathématique, là, mais c'est le dommage de chacune des résidences sur un territoire municipalité, dommage qu'on annualise. Donc, on dit, bon, toi, c'est 100 pièces par année, toi, c'est 105 par année, etc. Et on fait la somme de tout ça, puis on dit, ben, toi, municipalité A, mais voici ton risque potentiel annualisé. C'est ça que tu transfères à des mécanismes d'indemnisation qu'on va voir tantôt. C'est comme ça qu'on a pensé. Et je vais en profiter là, pour remercier Brent et Foucault de la CMM. C'est eux qui m'ont fourni les données pour pouvoir faire ces calculs-là. Merci encore. Sans vous autres, je ne pourrais pas en parler. Et en dernier, là aussi, c'est
quatrième étape, en fait. En dernier, on s'est dit, ben écoute, on a un modèle, on sait que, par exemple, la municipalité A, c'est 100 par année, son dommage annualisé moyen. Puis on lui dit, ben, tu vas contribuer à ce dommage-là, parce que c'est ça que tu transfères au mécanisme. Ben, c'est-tu acceptable pour une municipalité d'accepter de contribuer aux indemnités qui sont versées sur leur territoire? Tu sais, c'est une bonne idée, dans le fond, de pouvoir faire ça justement pour les inciter. Puis je vais être plus clair tantôt avec les hypothèses. Hélène, tu checkes tout le temps parce que je n'ai pas parti mon. Suite. OK, parfait, OK. Ouais. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Ouais, je un petit peu en retard, là, mais. OK. Oui. C'est ça c'est ça, on s'éloigne. En fait, la première question qu'on s'est posée, puis c'était ça l'idée, c'est quoi le rôle des municipalités? C'est quoi les outils que les municipalités ont dans les mains pour agir sur le risque? La première chose, c'est que la première responsabilité de la municipalité, c'est d'offrir un territoire qui est sécuritaire pour ses citoyens. Donc, ça, c'est dans la loi. C'est un instrument aussi, parce qu'on peut utiliser des règlements et des lois justement pour atténuer ce risque-là. Donc, c'est un élément qui est important pour eux. L'autre élément, évidemment, qui est au cœur de toute la gestion du risque d'inondation, c'est tout l'aménagement du territoire puis l'urbanisme. Évidemment, ça, ce sont des outils qu'on a. On a aussi la capacité de faire appliquer des règlements, des fois des règlements qui nous sont imposés, parce qu'il y a beaucoup de règlements qui viennent de Québec, mais les municipalités ont aussi le pouvoir de réglementer certains éléments, donc ils peuvent agir là-dessus. Et l'autre rôle ou l'autre responsabilité, c'est une responsabilité de communication. Vous vous souvenez tantôt que la perception du risque, c'est un des éléments qui influence. Bien, c'est clair que si les gens ne sont pas sensibilisés, on a moins d'urgence d'agir, puis on a moins de goût d'agir aussi parce qu'on ne voit pas la pertinence de le faire. Donc, ça, c'est vraiment les quatre rôles des municipalités qu'il faut retenir, qui découlent aussi beaucoup de la littérature. Après ça, quand on regarde les mécanismes d'indemnisation, il n'y a pas beaucoup de secrets, là. Ou bien on transfère le risque au privé à travers un mécanisme d'assurance, ou bien c'est le groupe qui est capitalisé généralement, là. Ou bien on se fie sur l'aide financière des gouvernements. On va parler de ces choses-là tantôt. Ou bien ben, on s'assure nous autres mêmes. Et c'est là ici que le fameux facteur ou l'écart de protection devient très important, parce que le moment où l'assurance se retire, parce que là on le voit, les assureurs sont de plus en plus frileux, puis je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais ils sont de plus en plus frileux. Le gouvernement, on a commencé à imposer des limites à vie, on a commencé à serrer les choses. Philippe n'est pas ici, mais il va nous dire le contraire tantôt. Il va dire que le programme s'est élargi. Mais essentiellement, on sent qu'il y a une contraction, puis encore une fois, on transfère ce risque-là de plus en plus vers les gens qui vont être sinistrés. Bon, quand on s'est posé la question, c'est quoi ces fameux facteurs-là qui viennent causer des dommages? C'est parce qu'on sait l'eau, ça cause des dommages, mais qu'est-ce qui vient faire que ce facteur-là ou cette contribution-là est plus importante l'une que l'autre? Et on a posé la question à 45 experts, comme je l'expliquais tantôt, et ces experts-là nous ont fait une liste de 40 facteurs. Ici, je vous présente les 10 premiers. Donc, on a ramassé une quarantaine de facteurs qu'on retrouve un peu partout dans la littérature. Là. On n'a pas vraiment inventé le bouton en quatre trous, là, mais au moins, on a eu une expertise terrain, c'est ça qui est la valeur, une expertise terrain sur les principaux facteurs. Et ce qui est super, et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a demandé à ces experts-là, à travers un sondage, Lime Survey, là, de venir prioriser les facteurs puis venir mettre des coefficients d'ajustement pour ces facteurs-là. Et ce que ça a donné, c'est ça. C'est qu'on s'est retrouvé avec les 10 premiers facteurs qu'on voit ici. Et ce qui était super intéressant, c'est que parmi ces 10 premiers facteurs-là sur les 40, 7 de ces facteurs-là sont sous le contrôle municipal. Là, avec des nuances, hein. Quand on parle sous contrôle, il y a toujours des éléments qui dépendent de d'autres, mais essentiellement, les municipalités peuvent agir sur 7 de ces facteurs-là. Là, je sais que le temps passe. Je vais donner un exemple, on va tout être d'accord. Toute la conception et l'entretien du réseau d'aqueduc. On sait très bien que c'est un des facteurs qui contribue. Si le réseau n'est pas capable d'évacuer l'eau, bien, les dommages augmentent. C'est ce que les experts nous ont dit, puis c'est ce qu'on observe aussi là, dans la vraie vie. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que ça vient renforcer le rôle des municipalités, puis de l'importance de ce rôle-là, puis donner des pistes sur quoi on devrait travailler pour réduire les dommages. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas tout faire, mais dans la liste d'épicerie, y a-t-il un ou deux ou trois affaires qu'on peut choisir
pour que la municipalité puisse travailler là-dessus. Après ça, on s'est dit, un coup qu'on sait que les municipalités pourraient en faire plus, c'est quoi les solutions pour réduire les conséquences qu'on vient de voir tantôt? Conséquences sociales, mais aussi, surtout les conséquences économiques dans mon cas. La première chose, c'est qu'il faut s'assurer que les mécanismes d'indemnisation soient équitables et qu'ils fassent le travail qu'ils doivent faire. Donc, indemniser les bonnes personnes avec les bonnes affaires pour que les gens puissent se rétablir le plus rapidement possible. Et c'est sûr que les délais de règlement et tout ça, ça vient jouer de façon importante. Ensuite de ça, l'autre élément sur lequel il faut travailler, c'est sûr que ces trois éléments-là doivent se faire en parallèle, c'est la résilience. On sait très bien, là, il y a une grande proportion du bâti aujourd'hui qui se retrouve dans les zones à risque, encore une fois, cartographiées ou pas. Mais si on veut réduire les conséquences et les coûts des dommages, ben, il faut travailler sur la résilience. Ça, je pense qu'on est tous d'accord aussi. Puis le troisième volet, qui, selon moi, qui est au cœur de la recherche que j'ai faite, c'est qu'il faut augmenter l'incitatif, il faut pousser dans le dos des municipalités, les inciter davantage à prioriser ce risque-là. On est conscient qu'il y a 12 000 priorités dans le monde municipal, mais celle-là, si on ne s'y attaque pas, les conséquences vont être de plus en plus importantes, puis tantôt, on va arriver vers un point de non-retour. Fait qu'on s'est dit, comment on peut faire ça? Puis la réponse à ça, c'est une hypothèse, c'est que si on les faisait contribuer au mécanisme d'indemnisation proportionnellement à leur risque, sur le risque sur le territoire, donc les calculs qu'on a faits, bien, l'hypothèse qu'on pose, c'est que ça va, hein, skin in the game, là, on paye s'il arrive quelque chose, bien, je vais faire plus attention. OK? Grand principe d'assurance, là, qui normalement, on a un signal de prime là, qui fait qu'on s'attend à ce que les comportements changent, mais c'est exactement la même réflexion qu'on a fait ici. Quand on a fait les calculs pour estimer le dommage annualisé moyen, encore une fois dans le but là, d'avoir une règle proportionnelle, là, une contribution proportionnelle, euh, on a obtenu des résultats. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Et on s'est aperçu que les dommages n'étaient pas tous égaux partout. Fait que le premier constat qu'on peut faire avec ça, c'est qu'une approche mur à mur, c'est ni efficace, ni économiquement efficace. Parce qu'on s'aperçoit et d'ailleurs, ces calculs-là ont été faits sur 4000 bâtiments situés en zone inondable, sur un portefeuille de 18 000, à peu près. Foucault, on a fait ça ensemble, à peu près 18 000 bâtiments. Donc, sur les 18 000 bâtiments, il y en a 4000 qui sont situés dans une zone inondable. Et c'est ça qu'on a calculé. On a utilisé des courbes de dommages, là, ou des courbes de submersion dommages là, pour faire ces calculs-là, avec tous les beaux côtés et les faiblesses que ça a, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Donc, on s'aperçoit que sur ce territoire-là, parmi les 4000 bâtiments, il y en a 68 dont le taux d'endommagement est inférieur à 1 de valeur foncière. Fait que si on prend une maison de 500 000, ben, c'est 5 000 $. Et ça, c'est le cas extrême dans ce groupe-là. Fait que là, on est capable de se dire, bon, OK, pour réduire ce risque-là, mettons de 5 000 à 2 500, c'est quoi les deux, trois petites affaires qu'il faut faire? Pas besoin de déménager, là. On est en train de faire des petites choses qui vont faire qu'on va réduire ce risque-là pour que les assureurs le trouvent acceptable, puis qu'on la vie continue. Après ça, il y a une autre gang, ceux-là, à 18 sont un petit peu plus exposés, donc leurs taux d'endommagement sont un peu plus élevés, entre 1 et 6. Les classes sont arbitraires, on s'entend, on aurait pu prendre 1 et 5, n'importe quoi. Mais ça nous donne une idée de la distribution. Bien là, ceux-là, peut-être que ça prend des mesures un peu plus drastiques. Et on s'est amusé à faire des calculs, par exemple, de surélever les rez-de-chaussée, puis voir ce que ça donne. Fait qu'on est capable de réduire les dommages, mais évidemment, là, il y a une analyse économique, parce que surélever un rez-de-chaussée, ça coûte quand même pas mal d'argent. Fait que, tu sais, il y a une réflexion à faire. Et à la fin, il y a une gang, tu dis, ils sont tellement exposés, ces gens-là, leur taux d'endommagement est tellement élevé que, mis à part des cas, là, il faut presque les déménager. Okay? Fait mais encore une fois, la beauté de ça, c'est pas une approche mur à mur, c'est une approche, ça nous permet de développer des stratégies d'atténuation qui sont collées sur le niveau de dommage qu'on veut, parce que dans le fond, c'est un dommage évité qu'on veut. Hein?
Fait que ça nous permet d'ajuster nos affaires là-dessus. Super intéressant comme. Et on arrive à la conclusion. Quand je suis allé présenter ça à des élus, j'ai rencontré 35 élus et 35 officiers municipaux. Je leur ai dit, ben, qu'est-ce que vous pensez de ça si demain matin, on venait vous imposer une contribution proportionnelle au risque dans un mécanisme quelconque, là, on ne définit pas c'est quoi la proportion, mais on vient vous proposer, toi, municipalité A, ton risque c'est 100, l'autre c'est 110, puis l'autre c'est 120, mais celui qui est 120 va contribuer un peu plus que celui qui est à 100. Tu sais. Et on va prendre cet argent-là, on va mettre ça dans un mécanisme d'indemnisation, puis là, on peut imaginer toutes sortes de mécanismes. Évidemment, moi, j'ai un gros billet pour avoir travaillé en assurance municipale, mais essentiellement, c'était ça l'idée. Et quand on a posé cette question-là aux élus puis aux officiers municipaux, ben, il y en a qui, tu sais, la majorité nous ont dit, bon, c'est une fausse bonne idée. Hein? C'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Il y en a 4 ou 14, 5, 14 là, qui étaient d'accord avec l'idée, puis ils disaient, ben, moi, je pense que ça va nous pousser, puis ça va nous forcer à faire des choses, etc., parce que ma municipalité voisine ne fait pas la job, moi, je la fais. Bon. Il y a une gang qui sont plus mitigés. Ils disent, ouais, c'est une bonne idée, mais on pourrait peut-être tweaker un peu ton idée de faire participer parce que ça devient comme une taxe additionnelle. On peut-tu prendre cet argent-là plutôt pour l'investir dans l'atténuation plutôt que de l'investir dans l'indemnisation? Ah, bon, on commence à avancer un petit peu dans la réflexion. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, bon, regarde, nous autres, on a tellement d'autres choses à faire, là, que arrive-moi pas avec quelque chose en plus. La cour est déjà pleine. OK? Fait qu'essentiellement, c'est ça. Puis, bon, il y a une distribution là, entre les gens, mais on s'aperçoit que c'est assez bien distribué là, comme position. Et, par contre, malgré toute la. Tu sais, dans des entrevues comme ça, il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse. Puis, je me suis dit, quand je suis revenu chez nous, ben, pourquoi ils m'ont dit non? Parce qu'il me semble que, tu sais, mon hypothèse est bonne, on est tous d'accord, pas tous d'accord, mais on pense tous, beaucoup pensent que les municipalités manquent d'incitatifs, puis que ce soit dans la littérature ou même dans le gros bon sens, tu sais, quand je parlais de ça à des amis, ils me disaient, ben, c'est sûr, il faut que les municipalités payent, là, tu sais, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que on est comme, tu sais, on est comme parti, puis j'ai pas été surpris, parce que, tu sais, c'est ça faire la recherche, c'est ça qui est le fun, là, d'avoir des nuances. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui a fait que cette idée-là a moins bien passé que je m'attendais. Bon, c'est peut-être moi qui l'ai mal présenté, ça se peut, dans les entrevues, ça peut arriver. Mais il y a aussi un contexte spécifique. Rappelez-vous qu'au moment où j'ai fait ces entretiens-là, là, ça fait plusieurs mois, le gouvernement du Québec venait juste d'entreprendre une consultation publique sur la nouvelle réglementation. Et il y en a qui ont mis de l'huile sur le feu, ils ont publié des cartes préliminaires, hein, qui a fait que les gens ont comme réagi aussi. Fait que je pense que les gens que j'ai rencontrés, ils étaient en train de gérer cette crise-là, là, ils se disaient comment on va gérer ça, là, comment on va communiquer ça à nos gens, là. Puis ne viens pas nous achaler avec une taxe par-dessus ça, parce que là, ça, j'en ai assez, on a assez. Fait que j'accepte ça, en tout cas, c'est mon hypothèse, j'accepte ça. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a parlé de la gouvernance. Vous vous souvenez tantôt les 4 points là, qui viennent influencer le risque. On a parlé de gouvernance. Et là, ici, autant la littérature que les participants aux entretiens, aux entrevues, on est tous d'accord qu'en matière de gouvernance, là, on a du travail à faire. La façon dont on gère ce risque-là, la façon dont on prend les décisions, c'est souvent incohérent. La main gauche ne sait pas ce que la main droite fait, un bassin versant fait quelque chose, l'autre fait. Tu sais, bon, fait que ça, c'est clair, là, c'est unanime, autant dans la littérature. Fait que ça, c'est un frein aussi à la mise en œuvre des mesures de réduction. L'autre chose, c'est le risque hérité. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Une bonne partie du territoire est déjà occupée. Les zones inondables sont déjà occupées aussi. Et les gens m'ont dit, je vais le répéter comme ça, mais les gens m'ont dit, moi, Bernard, là, tu viens me voir pour financer mettre en place un mécanisme de financement ou de taxation pour des risques futurs, alors que ce risque-là, moi, je l'ai hérité. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. C'est pas moi qui ai pris ces décisions-là. Puis quand on regarde dans l'historique, l'histoire récente, c'est juste depuis 1987 qu'on a commencé à mettre en place un cadre pour gérer les inondations.
Fait qu'il s'est bâti pas mal de choses avant 87, là. Fait que, tu sais, autant des fois, c'était perçu comme, regarde, moi, je suis le maire, je viens d'être élu, tu sais, je ne ramasserai pas les problèmes des autres. Mais aussi, collectivement, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on gère ce dossier-là. Fait que c'est normal qu'il y ait un risque qui ait lieu. L'avant-dernier élément, c'est la perception du risque. Là, on est pas mal divergent entre les participants. Les participants, aux entrevues, ce n'est pas une préoccupation pour eux autres. Alors que dans la littérature, c'est clair que si le risque n'est pas bien compris, pas bien perçu, si on n'a pas une connaissance de ces risques-là, c'est clair qu'il ne se passe rien. On ne fait rien avec. Fait que là, ici, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de travail de communication à faire, puis ça nous aiderait. Et l'autre chose qui est sortie aussi du bout des lèvres dans les entrevues, c'est tout justement cet arbitrage-là entre le développement économique et la réduction du risque. Alors que dans la littérature, c'est clair, là, tout le monde parle de ça. OK? Fait que c'est là qu'on voit un petit peu entre le terrain et la littérature là, comment ça peut se comparer. Bon, je vais terminer là-dessus. Parce que là, j'ai sûrement dépassé mon temps Oui. amplement. C'est une des choses puis je voulais le souligner, là, une des choses qui est intéressante dans ce travail-là, c'est qu'il n'y a personne qui a, en tout cas à ma connaissance, là, pour avoir fait quelques lectures, il n'y a personne qui a adressé cet enjeu-là de faire participer les municipalités à un système d'indemnisation. Dans la littérature, je n'ai pas trouvé ça. Il y a quelques auteurs, canadiens d'ailleurs, qui ont, tu sais, du bout des lèvres dit que les municipalités devraient en faire plus, puis devraient s'impliquer là-dedans. Mais il n'y a personne qui a fait ce travail-là en disant, moi, je vais aller sur le terrain, je vais aller mesurer pour voir si ça marche. Fait que, contribution, je pense, originale. Par contre, à la fin des entretiens, à la fin des entrevues, on s'est dit, peut-être que mon hypothèse de faire contribuer aux indemnités, ce n'est pas la bonne, mais clairement, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour inciter davantage les municipalités. Puis un de ces mécanismes-là, c'est d'aider les municipalités qui mettent en place des bonnes pratiques, aider ceux-là plutôt qu'aider les autres qui font rien. Okay? Fait que c'est une espèce d'incitatif en disant, regarde, si tu fais des efforts, moi, je vais faire des efforts pour te supporter. Fait que ça, je pense que c'est intéressant. Il y a aussi ce qui est ressorti, qui est le fun. On pourrait avoir un système, ça ne coûte rien, mais c'est un système de reconnaissance. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a la FEMA, qu'on est en train de démanteler, malheureusement. Mais la FEMA reconnaît des communautés comme étant assurables, parce qu'on met une espèce de certificat en disant, tu as fait A, B, C, moi je suis satisfait de ça, donc tu peux profiter du programme d'assurance. On va faire la même chose avec des municipalités. Tu sais, c'est une idée auquel il faut réfléchir. Puis ensuite de ça, ben, collectivement, tous les gens qu'on a rencontrés, on a produit ensemble une série de 5 recommandations. La première, c'est de responsabiliser les citoyens, parce que tu sais, la municipalité a beau faire des choses, mais quand les citoyens ne font pas le travail, ça devient difficile aussi. Fait que, ils ont dit, ah non, faut travailler là-dessus. Et à mon avis, ça passe par la sensibilisation. Il y a toute la réglementation aussi qu'il faut rendre un petit peu plus cohérente, peut-être un peu plus flexible, mieux adaptée à la réalité de chacun. Euh, bon, l'aspect de collaboration, là, j'ai dit tantôt que c'était très difficile. Là, il y a un problème, je dirais, d'incohérence avec la gouvernance. Je pense que la collaboration, ça pourrait aider. Et ensuite de ça, de prioriser, en fait, de soutenir davantage les municipalités qui sont fortement exposées. C'est sûr qu'au Québec, il y a des municipalités qui sont beaucoup plus exposées, n'ont pas nécessairement les moyens non plus de s'en sortir toutes seules. Fait qu'on avait une espèce d'esprit de solidarité. Ici, on disait, bon, ben, faudrait qu'on priorise les gens qui sont les plus exposés, puis après ça, on passera. C'est faire la règle du 80-20, dans le fond, c'était ça l'idée. Et à la toute fin, c'est caché, mais c'est l'aspect de prioriser la réduction, la réduction du risque par la résilience. C'est ça qu'on s'est dit. Commençons par ces 5 affaires-là, là, puis tu reviendras nous voir avec ton idée de nous faire contribuer. Essentiellement, c'est ça qu'on nous dit.